parler comme les jeunes. Bonjour la famille. Bonjour chers auditeurs, c'est raisonnable. La famille, en tous les cas, à contretemps, serait étoffe. Bonjour Daniel. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je leur dis force et courage et puis que peut-être que le temps de l'émission, ce soit un moment où ils récupèrent un peu d'énergie positive. Oui, donc on nous-mêmes aussi positif et optimiste. Emmanuel. Bonjour Gérard, bonjour tout le monde. Puis ravi de retrouver notre ami Christian là, qui vient du grand froid. Voilà, absolument. Bonjour. Il est revenu un petit visage frais, rose. N'est-ce pas, Rose? J'aime bien. Écoutez, je voudrais très rapidement, à un moment où les choses sont si tristes, vous donner une petite information toute bébête. C'est qu'à Tapion Hospital à Sainte-Lucie, un centre médical privé, a réalisé avec succès ses premières angiographies coronariennes. C'est une procédure médicale qui représente une avancée significative pour les pays de la Caraïbe, pas pour nous, me faisait remarquer Daniel tout à l'heure, effectivement. Et pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. La coronarographie est une procédure d'imagerie utilisée pour visualiser les vaisseaux et sanguins du cœur et puis détecter les éventuelles obstructions, les bouchons. Ce sont des obstructions, on va dire. Il s'agit d'un outil qui est naturellement essentiel, vous vous rendez compte, qui est pratiqué couramment ici. Et les deux procédures qui ont été faites à cet hôpital ont été faites par une équipe locale, mais surtout sous la direction du docteur Julien Fabre du CHUM de la Martinique. Cocorico. Cocorico, mais attention, coq jam. Ben, jingle pour lancer les actualités à nouveau. 5 minutes pour que vous puissiez, 10 minutes pour que vous puissiez développer. On ne peut pas zapper l'atmosphère, le climat. On a longuement parlé la semaine passée de ce qui se passait, que vous donniez vos sentiments, vous êtes libre de vos opinions. Simplement pensez que nous avons un auditoire multiple, divers, opposé parfois au point de vue des idées. Alors, je vous laisse responsable, vous avez assez de pondération, assez de mesures pour développer vos pensées, vos opinions, votre conception de la chose qui se passe, j'appelle ça la chose, qui se passe en Martinique actuellement. On commence par Daniel. Oui, si tu veux, quelle que soit, je pense, l'opinion qu'on peut avoir, on ne peut qu'être triste de la situation qui affecte notre pays, parce que qu'on le veuille ou non, ce sont derrière des entreprises, derrière des bâtiments, ce sont des hommes, des femmes et des enfants qui sont impactés, et c'est aussi l'avenir du Nil. Alors quand on est comme nous sommes des gens qui sommes amoureux de notre pays, moi en tous les cas, moi je suis triste. Je suis triste de voir qu'on en arrive là, parce qu'en fait, il est possible de faire autrement. Et alors, la question, c'est de savoir comment on réagit, parce qu'il ne s'agit pas non plus, c'est facile à dire, les mots sont faciles de dire, de ne pas se laisser abattre, parce que le poids est lourd. Mais il faut qu'on essaye de trouver des ressources, d'une catastrophe, essayons de trouver une opportunité, pour savoir sur quelle force s'appuyer, pour réinventer une façon de vivre ensemble pour demain. On n'a pas le choix, me semble-t-il, que de repenser, de se mettre à réfléchir ensemble pour trouver une façon, sachant que il y a, me semble-t-il, beaucoup de postures qui ont été utilisées et que souvent les gens qui écoutent et qui vivent ne se rendent pas compte des enjeux. Donc c'est à nous de prendre notre bâton de pèlerin dans les sujets que tu nous donnes à traiter, qu'on soit encore plus pédagogue pour expliquer la réalité de ce qui se passe, la réalité de notre pays, la réalité du monde caribéen, la réalité du monde, parce que nous sommes dans le monde, pour dire qu'il y a un certain nombre de responsabilités à prendre, il y a un certain nombre d'humilité à avoir, parce que personne n'a le monopole de la connaissance, et il faut surtout, me semble-t-il, surtout respecter l'opinion de l'autre, parce qu'à partir du moment où on est dans la pensée unique, à partir du moment où on n'autorise pas l'autre à pouvoir avoir une opinion différente, à ce moment-là, on est rentré dans un cercle infernal. Très sage. Emmanuel? Daniel a dit l'essentiel. On est dans un monde compliqué à décrypter, parce que c'est un monde qui ne ressemble pas à la Martinique qu'on connaissait. C'est une parenthèse un peu effrayante, où des douleurs se sont exprimées, des souffrances, et puis des mauvais sentiments qui ont basculé dans le chaos pour certains, et avec des conséquences
terrible pour beaucoup, beaucoup de Martiniquais qui voient leur emploi détruit, qui voient leur outil de travail démonétisé, puis surtout qui voient des perspectives très assombries. Moi, je suis rentré dans le monde associatif après 2009 parce que je considérais qu'il fallait que je m'engage tous azimuts pour essayer de reconstruire quelque chose qui avait été abîmé dans ce pays. Et pendant 10 ans, ça a été mon cheval de bataille. Et on faisait les comptes sur le rattrapage économique après les grands mouvements de 2009, qui ont eu aussi des points positifs, je tiens à le dire. Mais il a quand même fallu 10 ans pour retrouver le niveau d'avant 2009. Et c'était un travail qui n'est pas un travail très réjouissant, très spectaculaire, mais beaucoup, beaucoup de Martiniquais, de tout milieu, de toute... ont œuvré pour retisser petit à petit les liens, refaire les petits pas, pour retisser... Et là, j'avoue qu'on arrive à la sortie de ce pic et on replonge dans quelque chose qui m'effraie pour l'avenir maintenant. J'avoue que je suis inquiet sur ce qui va devenir maintenant suite à tout ça, parce qu'il ne faut pas que l'espoir s'en aille. Il y a beaucoup de désespérance maintenant. J'entends autour de moi des gens qui partent, qui veulent partir. Bon, on est dans le pic de l'angoisse. J'espère que ça va se calmer, parce que, comme disait Daniel, il faut maintenant tout faire pour s'appuyer sur nos capacités de résilience qui restent fortes, mais c'est un vrai défi que nous devons relever ensemble. Christian? Mais écoutez, je pense que j'abonde bien évidemment à vos propos auxquels je souscris. J'ai envie de dire que la vie chère, on en a parlé ici. On en a parlé bien avant. On a eu l'occasion d'échanger dessus. Donc, il y a eu le rapport aussi du député, de M. Ajar. Donc, c'est une question. Bon, ça, c'est le premier élément. Un deuxième élément, vous l'avez dit, je n'étais pas là la semaine dernière. J'étais en Guadeloupe notamment. Et en partant en Guadeloupe dimanche après-midi, au moment où je craignais de pouvoir rentrer chez moi, je vois des jeunes Guadeloupéennes qui viennent me faire un sondage sur l'avenir du tourisme en Guadeloupe. Vous voyez? Ça m'a interpellé, quoi. Je me suis dit, alors que peut-être on est en train de créer une psychose, tu vois, par rapport à ceux qui viennent nous voir, voilà nos amis guadeloupéens qui sont dans une dynamique pour créer demain. Vous voyez? Donc tout ça, ça me rend triste. Ça me rend triste. Et puis pour terminer, j'ai envie de dire, et j'en parlais à Daniel tout à l'heure, j'aurais aimé, mais ça c'est un fantasme, qu'on arrive à signer une espèce de charte de non-agression dans ce pays. Parce que c'est la paix qui nous permettra de construire. Ce ne sont pas les turbulences, ce ne sont pas les antagonismes. Donc voilà, j'aurais souhaité qu'on puisse signer une espèce de charte, je ne sais pas qui va la signer, un engagement moral, un engagement civique pour développer et structurer ce pays dans la paix, dans l'intelligence et dans le bonheur. Voilà. Pendant que tu as la parole épine verte, celui qui est bien reposé, parle-nous du budget de 2025. Entreprises, impôts, électricité, transport, ce qu'il faut savoir des mesures présentées. Je ne suis Emmanuel est censé te donner un coup de main. Dans ça. Ah oui, je compte beaucoup sur lui. Bon, écoutez, je vais simplement vous dire ce que vous savez tous, c'est que 60 milliards, c'est ce que le Premier ministre veut rechercher. Ouais. Bon, on le sait aussi qu'on connaît les contraintes de la France. Depuis très longtemps, on parle de l'endettement de la France. On parle effectivement des 5%, des 3% que la France ne peut pas respecter. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que tu vas les compléter. Alors, premièrement, un petit peu dans le désordre, on a souligné, si vous voulez, l'époque Mitterrand. Vous savez que Mitterrand, c'était les 35 heures et c'était la retraite à 60 ans. 10 ans, 15 ans, 20 ans après, on mesure l'impact budgétaire. Parce qu'il semble effectivement que c'est parti de là. Voilà, c'est parti de là. Deuxièmement, un petit peu toujours dans le désordre, M. Attal avait prévu dans son pré-budget 25 milliards. En réalité, on voit bien que c'est beaucoup plus. Troisièmement, le ministre de l'économie, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, Bruno Le Maire, il dit que Macron l'a forcé à dépenser de l'argent. Enfin, je veux dire, on est dans une espèce de cacophonie. Mais Christian, il y a des députés qui poussent à la création d'une commission d'enquête pour savoir qui c'est qui est responsable de cette affaire. Absolument. Voilà. Alors, en plus, c'est vrai que Macron, c'était le quoi qu'il en coûte. Il semble que le truc a dérapé. La taxe d'habitation aussi, et puis les cadeaux aux entreprises. Parce qu'on dit que les dépenses ont moins augmenté que le manque d'entrée des recettes.
Donc les recettes ne sont pas entrées. Je veux dire. Sont insuffisants. Bon, le bilan quand même de M. Macron, aujourd'hui, même si on a voulu lui donner un petit peu de, vous voyez, de répit, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est complètement lamentable, hein, c'est difficile. Alors, deux petits mots sur l'outre-mer. Parce qu'on sait bien que le budget de l'outre-mer, il perd 300 millions. Ouais. Alors, il y a des députés et des sénateurs qui ont dit, d'outre-mer, qui disent, la France nous fait payer ce que nous n'avons pas fait. C'est pas l'outre-mer qui a généré, si vous voulez, le déficit de la France. Or, l'outre-mer paie les conséquences. Moins 300 millions de budget. Donc, c'est particulièrement grave dans la situation dans laquelle on est. Et je laisserai, bien évidemment, mon ami compléter. Mais moi, je pense qu'il faudrait faire une émission entière sur cette question parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire. Mais bon, malgré tout, tu as quand même dit l'essentiel. Parce que le déficit de la France, c'est un processus qui a commencé depuis 40 ans. Oui. Ça fait 40 ans que la France n'a jamais engrangé un budget positif. Et donc, c'est une responsabilité très collective. Personne ne peut dire c'est tel gouvernement plus que tel autre. Il faut vraiment qu'on se remette tous en question. On est tous biberonnés à la subvention. On a tous besoin d'avoir de la rentrée, de demander à l'État de l'aide quand on est en difficulté. D'ailleurs, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un peu la même chose aussi. Donc, on est dans ce schéma structurel, un peu systémique, où on pousse à la dépense. Donc, 60 milliards d'économies sur une année, c'est peut-être l'effort le plus important que l'État n'ait jamais fait. Alors, va-t-il y arriver? On n'en sait rien. Mais l'ambition est extrêmement forte, et d'autant plus forte que les leviers, les manettes pour pouvoir prendre des mesures structurelles, on ne les a pas. On ne peut pas lancer des réformes compte tenu de la fragilité majoritaire au Parlement. Donc ça veut dire qu'on va avancer avec pas mal de handicaps pour relever ce défi. Alors une partie, c'est l'économie. En fait, il y a trois manières de baisser le budget, de gérer de trouver ces 60 milliards. Il y a on fait des économies. Donc, ça veut dire réduire le train de vie de l'État, ça veut dire moderniser aussi les pratiques. Quand vous allez, alors je prends un exemple tout à fait anodin, mais pour expliquer aussi les défaillances des services de l'État dans des détails. Quand vous allez faire à la gendarmerie pour faire une plainte, etc., vous avez le gendarme qui tape à la machine à l'heure où il y a des solutions d'intelligence artificielle qui permettraient d'enregistrer votre plainte, de la traduire. Enfin, vous voyez, on est à la ramasse dans beaucoup d'aspects du fonctionnement même des services. Donc je pense qu'il y a une vraie mutation à opérer. Il y a les économies pures sur les services eux-mêmes. Donc ça veut dire accepter de restreindre notre train de vie. Il y a les recettes qu'il a enclenchées, notamment en taxant les grosses entreprises et les personnes les plus riches. Mais il le fait dans un contexte où le taux d'imposition est de très loin le plus élevé du monde, déjà. Donc même quand on touche à 1%, on s'affaiblit en réalité. Donc c'est quand même très dangereux. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'opposants mettent en garde sur le risque de la surimposition. Et puis le troisième volet, tu en as parlé, c'est augmenter le temps de travail. Moi je crois que, et ça passe par de la réforme, que politiquement, je pense qu'on n'est pas en capacité de faire, mais qui pourtant est un chemin essentiel. Le temps de travail, c'est le temps hebdomadaire, les 35 heures, donc il y a un sujet qu'il faut ouvrir. Et c'est le temps annuel, c'est-à-dire faut-il réduire les congés annuels ou pas, et c'est le temps d'une vie, et ça c'est le sujet des retraites, qui est totalement lié aussi à la question budgétaire. Je voudrais que vous tous deux, que vous restiez très attachés lors des discussions qui sont à terme rapprochées sur le vote du budget Outre-mer, parce qu'il y a déjà des propositions relativement intéressantes, même s'il y a une réduction pour le budget de la France, il y aura des réductions pour nous aussi, parce qu'il y a déjà des choses qui sont quand même positives. Je cherche à avoir la partie remplie de la bouteille, savoir que nous faisons partie des collectivités dont les dépenses de fonctionnement ne seront pas réduites. Bon, la ligne budgétaire, la LBU pour le bâtiment, la construction de logements, elle ne sera pas réduite. Le tout, c'est que nous puissions avoir, comme vous le disiez tout à l'heure, une capacité de nous entendre ici entre nous pour utiliser intelligemment ces fonds. Mais lorsque ce budget de l'Outre-mer sera voté,
Emmanuel et vous, sans même que je vous indique le moment et le jour, vous me direz, allez, il a été voté, on en parle dans le détail. Oui, juste une précision, qu'Eddie rappelle souvent que le budget de l'Outre-mer, ce n'est pas tout le budget de absolument, l'Outre-mer, puisque absolument. chaque ministère reçoit une somme d'argent, et le budget alloué à l'Outre-mer n'est que 11% des sommes qui reviennent à l'Outre-mer. On dit 10, 11, mais c'est un détail. Le budget du ministère de l'Outre-mer représente 11%, enfin, j'ai moins, c'est tu as raison, de la dépense publique en faveur des territoires d'Outre-mer, et le gouvernement fait valoir, c'est Bercy, trépine lorsque nos jeunes députés sont au taquet et critiquent, et le gouvernement fait valoir ses efforts relevant des autres missions de l'État, je l'ai déjà dit, 400 millions d'euros pour la deuxième génération de contrats de convergence. On vous allez nous expliquer ce que c'est que le contrat de convergence d'Outre-mer, à quoi ça sert, pour qu'on puisse vraiment être au fait et comprendre la subtilité des choses. Même pour ceux qui pour l'instant, simplifient la vie à l'extrême au point d'estimer que l'entreprise, il faut la brûler, quoi. Enfin, c'est très simple comme équation. Le créole n'est plus la langue officielle de la Martinique, c'est un membre de l'association Tous Créoles, même du conseil d'administration, Emmanuel Reynard, à qui je demande de traiter ce sujet. Oui, alors petit rappel des faits. On est en mai 2023, l'Assemblée de Martinique prend une délibération pour faire du créole une langue co-officielle aux côtés du français. C'est voté à la quasi-unanimité, il y a quelques abstentions. Et ça se fait dans un contexte un peu polémique, parce que en contravention avec l'esprit même de la loi qui dit qu'en France, il n'y a qu'une loi officielle, une langue officielle qui est le français. Mais ça passe, et ça permet pendant un peu plus d'un an à la CTM d'introduire le créole dans ses courriers officiels. Vous avez vu les formules de politesse ou même certains paragraphes. Enfin, il a instauré ça dans la relation même épistolaire au sein de la CTM. Et jusqu'au 3 octobre, où là, le tribunal administratif de Fort-de-France annule la délibération au prétexte, en effet, qu'elle n'est pas conforme à la Constitution, qui dit que dès lors qu'on est en France, il n'y a qu'une seule langue officielle, et il ne peut pas y en avoir deux. Et cette langue officielle, c'est le ciment de la République, c'est la garantie de l'unité républicaine. Et donc, les langues régionales, elles existent, elles sont valorisées par ailleurs. Alors, c'est le cas du créole, c'est le cas aussi d'autres langues sur le territoire hexagonal, mais elles ne peuvent en aucun cas revendiquer le titre de langue co-officielle. Donc ça, c'est un débat un peu sémantique, mais qui a son importance, puisqu'on est au cœur même du débat entre, on va dire, la volonté de reconnaissance culturelle ou d'identité culturelle régionale, qui sont des volontés relativement légitimes, opposées à la nécessité d'unité nationale. Et donc, on est ballotté entre ces deux logiques. Et donc, ce débat nous met face à ces deux pôles. Et voilà, sommes-nous français de manière pleine et entière, auquel cas il faut assumer notre Constitution, sommes-nous un peu moins entièrement à part voilà. C'est ça, mais donc voilà, c'est le débat. Mais bon, je ne sais même pas s'il faut pousser le débat jusque-là. C'est peut-être pas nécessaire. Je pense qu'il faut simplement se dire que le créole n'est pas en péril parce qu'il n'est pas co-officiel. Alors ça, je vais vous livre un petit peu ma pensée. Je pense qu'au contraire, c'est une langue qui vit très bien dans son statut de langue régionale, qui prospère, qui peut prospérer parce que, pour le coup, la République lui donne les moyens de prospérer aussi, puisqu'on peut l'enseigner maintenant un peu partout. Il n'y a aucun frein qui empêche à son développement. Et elle n'a pas vocation, à mon sens, à être co-officielle. Elle a plus de vocation à marronner et à se déployer dans son identité régionale. Dans sa créativité. Deux choses à préciser. Une un peu amusante, certains ne vont pas peut-être trouver amusante, mais j'ai une conception peut-être étrange de l'humour. J'ai eu entre les mains un courrier d'un béquet d'un site martiniquais, dit béquet, ou béquet, ils reconnaissent qu'ils sont béquets, qui voulait faire régler un problème avec la collectivité et puis qui s'était épuisé à faire des lettres en français. Et envoyez-moi le courrier, je suis le représentant de la succession, un tel, mais enfin je vous en prie, etc. Et puis un jour, il a eu une idée assez géniale, il a fait un texte en créole.
J'ai lu la lettre, un créole parfait. Donc, je ne sais pas s'il a fait de lui-même, je suis désolé, mais c'est ça de bon. Sans une faute, etc., pour dire la même chose. Écoutez, mais je vous en prie, c'est un problème d'éparpillement, un problème de confusion entre les héritiers. Écrivez-moi si je suis réceptionnaire. Le problème, c'est le lendemain, il a une réponse et le problème a été réglé. Deuxième chose, bon, ça va peut-être crisper certains, mais moi, ça m'a amusé parce qu'il y a des choses qu'il faut prendre avec légèreté. En Bretagne, le breton et le gallo. En Alsace, l'alsacien. En Occitanie, l'occitan. En Pays basque, le basque. Dans le Languedoc-Roussillon, l'occitan. En Pyrénées-Orientales, le catalan. Ça fait petit bout de langue, hein, qui sont pratiquées. En Corse, le Corse. En Corse, le Corse. Qui sont utilisées dans certaines communes. On a des écoles immersives qui enseignent ces langues. Des efforts sont faits par tout le monde pour intégrer la langue dans la vie quotidienne et culturelle. Les associations militent pour leur promotion. Et puis en Corse, c'est quoi que j'avais oublié? En Corse, la langue corse est promue et utilisée dans certains documents administratifs et à l'école. Mais c'est la Corse. Mais nous ne sommes Mais pas... à l'école, on enseigne. Hein. Ici, on oui, mais dans enseigne le créole. oui, mais tu n'as pas capté dans certains documents administratifs. Bon, fermez la parenthèse. Sujet... Un jour, on leur fera un procès. Enfin, pour l'instant, le préfet qui passe en Corse, il a dit vraiment, c'est vraiment pas un gros problème par rapport à mes collègues, à mon prédécesseur qui a été assassiné. Bon, laissez-les parler le Corse dans leur... C'est un détail. Sujet, biodiversité, la nature est en plein burn-out. Burn-out, c'est grande fatigue, c'est ça? Oui. À toi de développer ça. Oui, alors c'est un rapport qui a été rendu par VVF. VVF, c'est France, c'est-à-dire c'est la section française d'une fondation d'utilité publique, oui, qui est connue, hein, qui s'occupe de la nature, de la préservation de la nature. Et ce rapport indique que 75% de la biodiversité en 50 ans a diminué. Ça concerne toutes les espèces dans tous les pays. Et donc la situation est grave. 75%, c'est pas rien. Et le rapport indique que cela est dû uniquement à l'action humaine. C'est-à-dire que ce sont le fait de la surconsommation ou la surproduction ou bien le détournement des sols. Alors par exemple, un exemple qui vient tout de suite à l'idée, c'est l'Amazonie. Lorsque on abat les forêts pour pouvoir pratiquer des cultures céréalières pour les animaux, on change la nature. Et donc, par conséquent, en même temps qu'on détruit la forêt, on détruit l'habitat. On détruit l'habitat des animaux, mais aussi des plantes, sans compter la culture et sans compter même les humains, hein, puisqu'il y a quelquefois des tribus qui vivent là. Mais en Chine, c'est pareil. On a vu, et notamment lorsqu'on parle de zoonose, lorsqu'on dit que le fait de faire en sorte de sacrifier des zones de forêt, ça fait que les animaux sont en contact avec l'homme et que l'homme peut plus facilement attraper des virus. Donc, c'est une réalité. Ensuite, la surconsommation, parce que de plus en plus, on consomme, et on consomme trop, hein, de toute façon. Alors, le rapport attire aussi l'attention sur le fait qu'il semble que la question de la nature ne soit pas la priorité des États. Et il le fait en donnant deux exemples. En Europe, il y a une loi qui est sortie, un règlement qui est sorti pour la déforestation qui devait être applicable en 2024 et qui a été reporté en 2025. Et également, en ce qui concerne sur la restauration, une loi sur la restauration de la nature et pour laquelle on a enlevé les moyens financiers. En France, c'est la même chose. Il y a trois domaines. Le premier, c'est la tarification de l'eau. Il y avait un accord qui avait été conclu, enfin un projet, à savoir que la loi de finances de 2024 devait intégrer le fait que ceux qui consommaient l'eau étaient les payeurs. Et cela concernait essentiellement les grands céréaliers qui sont les plus grands consommateurs d'eau. Mais la crise avec les agriculteurs en fait que ça a disparu, qu'on n'en parle plus. Donc cette question-là n'est plus à l'ordre du jour. Il y a aussi ce qu'on appelle le fonds vert qui a été créé il y a 2 ans. Mais ce fonds, il est passé d'un budget de 2,5 milliards à 1,5 milliard. Et donc on l'ampute.
Et puis aussi, le troisième volet, c'est ce qu'on appelle l'artificialisation des sols, où l'on devait... Alors, l'artificialisation des sols, c'est quand on bétonise de plus en plus, on supprime espaces verts, forêts, arbres pour mettre des constructions, pour mettre des routes, pour mettre des parkings, etc. Et ce programme-là, lui aussi, il est bloqué. Et alors, le rapport conclut en disant, mais les conséquences sont graves, parce que les conséquences, et on le voit, hein, on a l'impression qu'on le fait. On constate les dégâts qui sont la conséquence de l'inconséquence humaine, et quand on prend des décisions, on ne les applique pas. Alors, l'une des raisons, c'est que le temps des politiques qui prennent les lois et le temps de la mise en œuvre des lois n'est pas le même. Et eux, ils ne voient que leur réélection à court terme et non pas les effets qui seront pour la collectivité à moyen terme. Alors, ça paraît un petit peu répétitif et un peu triste de chaque fois aborder ces questions écologiques et environnementales, mais que voulez-vous que nous puissions faire avec nos moyens de communication, de citoyens conscients, que d'en parler, en parler. Même si certains, à ce moment-là, pensent à leurs affaires, vont au frigidaire prendre un yaourt et manger des chips, on va vous dire très souvent, une émission sur deux, quand vous parlez de l'impéritie de nos décideurs quant à la préservation de la planète, de notre mère planète, et qui est quand même essentielle à la survie de l'humanité. L'école a réussi sa massification, mais elle a raté sa démocratisation. Et là, je vais me permettre de faire un petit commentaire à la fin qui ne sera pas piqué des verres, comme dirait le bon français. Emmanuel. 1985. Chevènement fixe un objectif à la France. 80% des élèves doivent avoir leur bac. Je pense que tout est parti de là, en fait, une volonté de volume. Il faut pousser le système éducatif à emmener la quasi-totalité des enfants français au stade du bac. Ça a fonctionné, puisqu'en effet, petit à petit, l'objectif a été atteint, mais ça s'est fait au détriment, le volume s'est fait au détriment de la qualité, pour plusieurs raisons. D'abord, il a fallu faire un nivellement par le bas. Alors, c'est triste à dire, mais c'est une réalité. D'ailleurs, toutes les études PISA le montrent. Le niveau global s'est dégradé parce qu'il a fallu s'adapter. Et le deuxième phénomène, qui est un phénomène d'immigration, a fait que l'école a dû absorber, et n'a pas réussi à le faire correctement, une hétérogénéité culturelle, d'origine, de langue, d'expression, de culture, de toute bagaille. Et l'école s'est retrouvée face à de nouveaux élèves qui étaient dans l'hétérogénéité et ne s'est pas adapté suffisamment vite pour pouvoir mettre chacun à niveau. Donc l'un explique cela, mais l'école, ça reste un système relativement fossilisé dans son infrastructure générale, alors que le monde, lui, bouge beaucoup, évolue beaucoup, et notamment ces flux de population qui ont quand même modifié structurellement le tissu de la population française. Et donc, ce qui fait qu'il y a un décalage. Et en effet, la démocratisation de l'école n'a pas été un succès de ce point de vue. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Un, le niveau a baissé. Deux, une grande partie des élèves sont restés dans le couloir de l'illettrisme. C'est assez dramatique. On parle de 15%. C'est quand même un volume... donc, l'école aujourd'hui n'arrive pas à traiter convenablement 100% de ses élèves. Il y a toujours une part du volume qui reste sur le côté. Et donc là, que faut-il faire maintenant? Quelles sont les solutions? Quelles sont les pistes de travail? Alors, il y en a toute une série, mais souvent, c'est le bon sens qui doit présider à la décision. Un, comment réadapter la formation des enseignants face à ce monde qui bouge? Il y a peut-être un vrai chantier à ouvrir de ce côté-là. Deux, comment renforcer les fondamentaux? Parce qu'on s'est un peu éparpillé aussi, alors qu'en réalité, on se rend compte, chaque fois qu'on sort des piliers fondamentaux, on se trompe. Et un élève qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire et qui ne sait pas compter,
on peut lui apprendre plein d'autres choses à côté, on en fait un handicapé dans la vie. Et donc, le paquet, c'est là qu'il faut le mettre. D'ailleurs, Gabriel Attal avait compris ça dans sa courte période de ministre de l'Éducation. Il avait quand même lancé ce mot d'ordre. Mais je pense que c'est essentiel. Il faut que très jeune, on revienne sur la dictée, l'apprentissage de l'écriture, bon, revenir sur les fondamentaux. Il y a un troisième sujet de réflexion. Le corollaire de tout ça, c'est la maîtrise de la langue. On parlait de la langue créole et de la langue française. La maîtrise de la langue française, c'est d'autant plus important que la population est hétérogène. Donc on ne peut pas réussir à mettre dans le bassin de l'éducation nationale tout le monde si au moins il n'y a pas ce socle de la langue qui est très bien maîtrisé. Donc le sujet de l'apprentissage de la langue est essentiel. Et puis enfin, un quatrième sujet, je n'ai pas la clé, mais je pense qu'il y a peut-être un Grenelle à ouvrir. Moi, je constate que le système de l'éducation est globalement resté le même en 100 ans, c'est-à-dire une salle, des élèves, un tableau qui était noir à l'époque est devenu blanc maintenant, Ouvert. un enseignant ouvert. Et dans un monde qui a, pour le coup, lui, complètement muté avec les nouvelles technologies, avec les apprentissages directs, avec l'apprentissage hors salle. Enfin, et j'ai l'impression que l'évolution du système d'éducation, qui a quand même évolué en partie, ne s'est pas fait au rythme des bouleversements de la société. Et donc, il y a une vraie question à se poser. Comment, aujourd'hui, imaginer, inventer le système d'apprentissage à l'aune des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, et puis de cette société aussi qui se façonne autour des réseaux sociaux, autour du digital. Donc ça, c'est un défi pour lequel il faudrait qu'on travaille, sachant que la seule fausse bonne idée qui a été apportée face à cette évolution, c'est de dire donnons un écran à chaque élève, et ça s'est avéré être une très mauvaise idée. Oui, mais ça n'empêche pas qu'il faille réfléchir réellement à la manière d'aborder l'éducation. Lorsqu'ils sortent du long couloir de l'échec, où ils n'ont appris que la frustration, la rancune et le repliement, nous parlons des élèves de l'école française. Ils sont promis au ghetto et à l'enfermement linguistique. Ils ont déjà renoncé à exercer ce pouvoir propre à l'humain de transformer quelque peu, que ce soit les autres et soi-même, par la force de leur pensée et par l'exercice pacifique de la langue orale ou écrite. Voici ceux qui sortent de l'école après 15 ans de scolarité, et donc des gens qui n'ont aucune autonomie, qui n'ont aucune capacité de réflexion, aucun sens de la subtilité des choses et du monde. Alors, à cette école française, qui est appliquée outre-mer, singulièrement à la Martinique. Oui, c'est clair. Alors, à cette école qui ne convient pas à ceux pour lesquels peu ou prou la culture serait faite, mais qui ont accepté volontairement cette culture en émigrant dans ce pays. On plaque ici ce mode opératoire dans un système, le système où il y a les mêmes problèmes de compréhension, de langue, de distorsion culturelle et autres, d'inadéquation des normes et des choses par rapport aux réalités. Alors il y a des choses qui sont excessives. Une maman qui se plaint de ce qu'une maîtresse, entre guillemets, blanche, symbolisait l'arbre par le chêne et qu'elle est venue lui dire c'est le pied mongo qu'on a chez nous. Ça, c'est des caricatures du même chef que nos ancêtres les Gaulois. Mettons ça de côté. Mais simplement, l'adaptation de cette école, non seulement à notre identité, au sens positif et philosophique du terme, pas identitaire, violent, guerrier, qui revendique ses ancêtres bantoustans ou autres. Non, pas ça. Notre identité qui est créole, notre identité qui est métisse, qui est rhizome, qui est faite de l'ouverture au monde, mais donc quand même le socle de notre origine identitaire, adapté à nos besoins économiques. Parce que je ne sais pas si l'école satisfait les besoins économiques de ce pays. Moi, je pense que des hommes d'affaires, a mis le doigt dans l'engrenage, il est membre du conseil d'administration de l'université, de l'UA. Le monde de l'économique a besoin de gens bien équilibrés dans leur tête, bien formés, fiers de leur identité, de leur couleur, de leur race, de leur peau et de leurs valeurs créoles, orontiaises ou martiniquaises, crier qu'on les. Et je crois que tout le monde a son mot à dire. Ces états généraux devraient être faits peut-être au niveau de la France, c'est évident, parce que c'est la Bérésina, mais également à notre niveau, parce que si notre école avait formé des citoyens conscients, formés, il y aurait peut-être moins de brûlis, moins d'incendies, moins de pyromanie au moment des choses seraient moins simples.
Et puis, on comprendrait la finesse et la subtilité des choses, on comprendrait les difficultés économiques, et puis on pourrait faire preuve de compassion, les discours simplets, et puis je parle trop, ne prendraient pas aussi bien sur notre jeunesse et les choses iraient mieux. Voilà ce que j'ai à dire. J'ai parlé, j'ai perdu mon fil. Le Conseil constitutionnel publie son rapport d'activité. Oh, c'est évident que c'est Daniel qui va traiter un tel sujet. Rapport d'activité pour 2024. Daniel. Oui, mais je pense que n'importe qui peut le traiter, là. Enfin, ou tout le monde peut le traiter. Non, pas de fausse humilité. Non, tout ça. Non, mais le Conseil constitutionnel, c'est une institution qui a été créée en même temps que la Constitution de 1958. Et donc, ça fait partie des institutions qui garantissent le fonctionnement démocratique d'un pays. Et chaque année, ce Conseil constitutionnel dépose son rapport. Et cette année-ci, donc c'est la même chose. Alors le rapport commence par un entretien du président. En l'occurrence, c'est Laurent Fabius. Oui. Alors pourquoi je le signale parce que c'est la dernière fois qu'il va faire un rapport, puisque son mandat arrive à expiration l'année prochaine. Hein. Le mandat du président du Conseil constitutionnel, il est de 9 ans non renouvelable. Et donc, oui, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et donc, il y a un entretien. Et donc, il y a le rapport d'activité. Alors, l'activité du Conseil constitutionnel consiste en quoi? Il y a ce qu'on appelle le contrôle a priori des lois. Le contrôle a priori, ça veut dire que le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, et c'est une innovation depuis 50 ans, 60 députés ou 60 sénateurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel quand ils doutent de la constitutionnalité d'une loi. Précision, il faut que ça se fasse avant que la loi n'ait été promulguée par le président de la République. Donc, quelquefois, c'est vraiment une course de vitesse, hein, parce qu'une loi peut être promulguée très rapidement, quelquefois pendant la nuit. Ouais. Un exemple, parce que je crois qu'on l'a encore en tête, la dernière loi sur l'immigration, c'est pas vieux, le Conseil constitutionnel a quand même retoqué 32 articles de la loi sur l'immigration, tant et si bien qu'à l'heure actuelle, on nous annonce qu'il faudra prévoir une nouvelle loi l'année prochaine. Donc ça, c'est pour le contrôle a priori. Mais il y a aussi le contrôle a posteriori. C'est ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité. Vous avez un procès, donc votre avocat, il est chargé de votre dossier. Quand il considère que votre dossier soulève un problème de constitutionnalité de la loi, il fait ce qu'on appelle une QPC. Une question prioritaire de constitutionnalité. Et ça suit les différents... ça va suivre la première instance, la Cour d'appel, la Cour de cassation. Et la Cour de cassation ou le Conseil d'État peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour lui demander, à votre avis, est-ce qu'une loi est constitutionnelle ou pas? Même si on ne l'avait pas saisi auparavant dans le contrôle a priori. Et parfois ça marche. Et voilà. Et parfois ça marche. Il y a des cas où le Conseil constitutionnel dit non, moi je considère que cette loi ne correspond pas. Donc il y a eu 15 censures, 44 décisions, 15 censures et 11 réserves d'interprétation. Et puis, le troisième volet de l'activité, c'est, je dirais, l'activité classique, comme notamment le contentieux électoral que le Conseil constitutionnel a jugé. Mais donc, en conclusion, alors je voudrais juste signaler que dans ce rapport, il y a un hommage qui est fait à Robert Badinter, puisque Robert Badinter a été président du Conseil constitutionnel, il a exercé pendant 9 ans, et qu'il y a une salle à qui on a donné son nom. On fait un petit jingle, on redonne la parole à Daniel pour parler d'un dossier, d'une affaire importante culturelle. Suzanne Dracius. Eh bien oui, tout à fait. Donc, Suzanne Dracius, et je montre à la caméra, pourquoi on en parle, hein, c'est parce qu'elle a sorti un petit opuscule, hein, vous voyez, c'est pas épais, qui s'appelle Hippalage. Alors, Suzanne Dracius, elle est certainement plus connue aux États-Unis et en Europe qu'en Martinique. C'est quelqu'un dont le premier roman a paru en 1989, ça s'appelle L'autre qui danse. Et Suzanne Dracius, elle a écrit 2 romans, mais elle a écrit énormément de nouvelles. Elle a écrit des pièces de théâtre, dont Lumina Sophie, qui a été jouée cette année encore, qui est jouée très régulièrement.
Elle écrit également beaucoup de poésie et elle a aussi participé à des beaux livres et elle a participé à des livres de jeunesse. Donc c'est quelqu'un qui écrit beaucoup et qui est traduite aussi bien aux États-Unis que dans l'Europe entière, qui participe à de nombreux salons, elle était récemment elle participait à un salon au niveau de la poésie et également à Villers-Cotterêts, qui est là où ça a été le château qui a été rénové. Donc elle a une activité qui est une activité intense et c'est quelqu'un qui a fait des lettres classiques, donc latin-grec. D'ailleurs, elle avait plaisir, et Aimé Césaire avait plaisir à discuter avec elle parce que, comme c'était aussi, il avait eu aussi une formation de gréco-latine, disons-nous, et c'était un moyen de communication entre eux. Alors, ce petit recueil, qui est vraiment tout petit, mais il est très intéressant parce qu'il parle de plusieurs choses. Il parle, par exemple, de ce qu'on appelle de l'importance de la traduction. Et pourquoi c'est intéressant? Je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment de l'investissement de Joe Biden, il y avait une jeune poétesse afro-américaine qui avait dit un de ses poèmes. Et il y a eu tout un débat lorsqu'il s'est agi de traduire son poème en français. Parce qu'on a considéré que seul quelqu'un qui était afro-descendant pouvait traduire. Et là, Suzanne replace bien la question de la traduction dans ses fondamentaux. Et puis ensuite, elle a ce qu'elle appelle les figures oubliées. Donc elle va parler d'un certain nombre de femmes. Donc Olympe de Gouges, Suzanne Dracius-Césaire, Suzanne Roussy-Césaire et Paulette Nardal. Et elle va également parler de la non-couleur de l'esclavage à propos du documentaire qui a été fait par Beaucelin, parce qu'il y a une projection au Sénat, et ce qui lui permet de faire un peu l'historique de l'esclavage dans le monde. Et donc c'est un livre qui est plein de ressources, et donc je recommande parce que ça permet, quand on va lire la biographie de ces femmes, ce n'est pas une biographie linéaire, c'est contextualisé, et ça permet de s'approprier de ces femmes dans leur contexte. Et c'est notre patrimoine à nous aussi. Merci beaucoup, madame. Musique. En me proposant ce sujet, Christian s'est demandé si on n'avait pas déjà traité cet homme, ce monument qui est Bar El-Kopet. Je lui ai dit, mais ça n'a aucune importance. Il y a tellement de choses à dire de lui, il va vous le montrer. À toi. C'est clair. Alors, je veux déjà faire un petit clin d'œil à l'association ACBC qui devait faire un hommage à Bar El-Kopet demain soir et qui manifestement couvre-feu oblige. Et je veux par là même aussi, puisque vous connaissez mon ancien métier dans le domaine de la culture et notamment du spectacle du soir, je veux souligner l'impact aujourd'hui pour les professions de la nuit, pour les restaurants, pour tous les spectacles, pour tous les artistes. Il y a un impact qui est considérable, si vous voulez, dans cette situation aujourd'hui. Bien, cela étant, je veux, encore une fois, vous parlez de Bar El-Kopet, ça fait 15 ans qu'il nous a laissés. Déjà? Il est mort en 2009. Alors, Bar El-Kopet est né en 1920 au Vauclin. Et très tôt, il a perdu ses parents. Il est parti avec sa sœur en Guadeloupe. Et parce que sa sœur avait épousé un accordéoniste. Et il a appris la clarinette, il a travaillé dans le bâtiment, il a fait plein de petites choses. Et Barrel a connu une carrière assez extraordinaire. Donc, je vais sauter un petit peu les années pour vous proposer une vidéo dans laquelle on voit Barrel à Paris, dans le cadre d'un film qui s'appelle Paris Blues. Ouais. Paris Blues avec des artistes que vous allez reconnaître, américains et des artistes antillais.
Vous avez vu Sidney Poitier, Paul Paul Newman, Newman, Louis Armstrong, Barrel Copette, Al Liouva. Ça donne, si vous voulez, la dimension absolument aussi de la présence aussi des artistes antillais très tôt dans le monde musical. Et d'ailleurs, l'entre-deux-guerres. je fais un petit clin d'œil à mon ami Sudi Kali qui connaît particulièrement bien cette période et qui me disait, Christian, les Américains nous ont étouffés après, parce qu'ils ont sauvé la France en quelque part, et puis ils ont instauré leur jazz par rapport à notre begin. Bon, cela étant, on revient, si vous voulez, aux années, quelques années auparavant, où Barrel était, comme je vous l'ai dit, en Guadeloupe, et il a composé un certain nombre de chansons, dont celle que je vous propose actuellement, qui s'appelle « Sœurs jumelles Guadeloupe-Martinique ». Pareil et pas pareil, la Guadeloupe Martinique, c'est du pareil au même, de tout pays noir. Yo ka samedi l'homme, la Guadeloupe Martinique, même bidé, même pareil. La Guadeloupe champagne, zanana tout banane, Martinique ni banane, zanana coin champagne, même à bout, c'est si haut dans le miroir, la Guadeloupe Martinique, même bidé, même banane. Voilà, c'est une chanson que nous avons entendue dans notre petite enfance. Tu as remarqué comment les textes étaient simples, mais en Oui. même temps porteurs de messages. Exactement, absolument. Alors on a vu Barrel, tromboniste, trompettiste, clarinettiste, chanteur également. Donc Barrel, c'est un peu tout ça. Il est parti en France en 1950 avec son frère Honoré Copette aussi, qui est un très bon compositeur. Rappelons qu'il avait un oncle qui s'appelait Hura Copette, qui a travaillé avec Max Rancé. Et Barrel a bien évidemment eu le succès après Ernest Léardé, à la Boule d'Or, au Reflet des Îles, dans tous les. Il a joué à Nice, à Arcachon, à Bruxelles. Il est parti dans pas mal d'endroits. Il a même été remarqué par le directeur général de Philips, qui lui avait donné une carte et qui lui a produit plusieurs disques. On va écouter un autre titre, alors qui s'appelle, c'est pas mal, c'est Gaine. Tu dois connaître ça, ma chère amie. Les femmes mettaient des gaines avant. Et des soutiens-gorge, et des soutiens-gorge à corset. Oui, c'est ça. Alors, Barrel Kadou, quand il m'a demandé madame danser, madame n'a tenu un gaine en l'air. Gaine était tellement serré qu'elle m'a quand même arrivé deux bouts. Non, mais c'est extraordinaire. Alors, écoutez. Musique. L'autre jour, moi, allé danser. Moi, rencontré et puis Suzanne. L'air, moi, qu'un veille pour nous danser. Il pas fait même sous l'école. Et mettez quoi, il y a la mode. Puis t'es caché toute belle pour mademoiselle, ça fait la ligne. Et puis l'école composition. Moi, à ma dalma. C'est quel? Do à mademoiselle là. C'est quel? Tout comme mademoiselle là. C'est quel? Yo, qu'a mademoiselle, patine mademoiselle là. C'est quel? Même plus bas qui douille. C'est quel? Tout pas tout touché. C'est quel? Yo, qu'a mademoiselle. Alors, pour information, le tromboniste, c'est Al Liouva, c'est ce tromboniste merveilleux guadeloupéen qui a apporté aussi énormément dans l'histoire de la musique de chez nous. Donc Barrel, il a fait effectivement toute sa carrière en France. Et là, bon, pour continuer, je vais vous proposer un autre titre qui s'appelle Machine Mandédé. Oui, c'est ça. Non, oui, c'est Manuel Autonef. Manuel Autonef. Alors là aussi, c'est très intéressant ça, comme texte. Ça, c'est un classique. Ça. Ouais, ouais. L'autonef, moi ni femme qui en goût moi ni on l'autonef, moi qui fait parler dit moi ni on l'autonef, moi ni femme qui en goût moi ni on l'autonef, moi qui fait parler dit moi. Alors on voit l'époque et on voit aussi comment les musiciens sont élégants. Hein, vous voyez, il ne s'agissait pas d'aller jouer de la musique dans n'importe quel... voilà. Non, Alors,
Je voudrais aussi vous dire que Barrel, il a composé 62 chansons. Il a des titres célèbres comme Moigner l'Autonef. Ça, c'est la Martinique. C'est une très, très, très beau morceau, d'ailleurs, qu'on aurait pu utiliser dans le tourisme. Enfin bon, en passant. Rouler ballon jeunesse Vauclin, Machine Mandédé, Même Bité, Même Bagaille. Edith Soufflet, c'est Maman Doudou, À sous plage là, Rome écoute là, Sur Jumelle. Donc, si vous voulez, c'est des chansons qui parlaient de la société, Absolument. qui parlaient de... Voilà. Et il a écrit avec Alirva, avec Maurice Jallier, avec Honoré Copette, avec Mr. Love. Il a été professeur de piano, professeur de clarinette. Il a transmis énormément. Il a travaillé avec le Festival de la clarinette. C'est un homme qui a vraiment porté une contribution significative à la musique martiniquaise et antillaise. Très bien. Alors, nous allons terminer avec Machine Mandédé aussi. Et j'ai envie de dire, il est à la clarinette ce que Marius Cultier fait au piano. Ouais. Voilà. Absolument. Après cyclone passé, toute machine arrêtée, coco tombé, patate rachée, la rivière débordée, tout jardin saccagé, machine monnaie, pas qu'arrêtée. Après cyclone passé, toute machine arrêtée, coco tombé, patate rachée, la rivière débordée, tout jardin saccagé, machine monnaie, pas qu'arrêter. En caille allumé, en caille embrayé, en caille démarré, machine monnaie, pas qu'arrêter. Tout le monde caille gressé, tout le monde caille réglé, en caille accéléré, machine monnaie, pas qu'arrêter. En caille allumé, en caille embrayé, machine monnaie des vacaïsés. Eh bien, écoutez, Machine Mandédé, Pacaïsé. Pacaïsé, Pacarité. Je pense que c'est une façon très optimiste de conclure cette émission N'est-ce pas? en cette époque difficile. Moi, j'ai pas d'angoisse, j'ai la certitude que nous allons nous relever. Alors, de ces cendres, sans jeu de mots, est-ce que va se relever une Martinique plus tolérante, plus compréhensive? Est-ce qu'on va comprendre qu'il faut ces états généraux de la Martinique pour qu'on se réunisse ensemble, qu'on revoie des questions d'éducation, de la formation des esprits de nos jeunes, qu'on leur donne des outils et des armes pour qu'ils comprennent comment marche le monde, qu'ils participent à la société, qu'on essaie de mettre de côté les isanies, les oppositions raciales, ethniques, politiques, idéologiques. On peut toujours rêver, mais enfin, c'est un outil comme la télévision sert à ça, sert à vous dire qu'il faut garder espoir, qu'il faut croire en une Martinique créole apaisée et qu'on va y arriver. À la semaine prochaine.